Monsieur Védrine, merci beaucoup d'être venu. Atlantic Dialogue Télévision. Nous avons discuté là maintenant sur la conférence sur le chaos dans le monde, turmoil dans le world. Quel est le problème majeur aujourd'hui pour les pays européens avec l'immigration? Alors, la question des migrations est un problème réel, à mon avis, mais pas uniquement pour l'Europe. C'est une tendance de fond. Dans le monde contemporain, c'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer, beaucoup moins cher, indépendamment de l'argent que prennent les passeurs pour faire entrer les gens de façon illégale. Mais on peut se déplacer un peu partout dans le monde entier. Et évidemment, les gens sont au courant, ils sont connectés, ils voient qu'on peut vivre mieux ailleurs. Donc, à mon avis, c'est un phénomène qui va être assez important, durable. Et ça concerne toutes les zones du monde où on vit mieux qu'ailleurs. Évidemment, l'Europe, naturellement. Mais aussi, par exemple, en Afrique, des gens veulent aller vers la Côte d'Ivoire ou vers le Nigeria, un peu, beaucoup vers l'Afrique du Sud. Vous voyez, il y a un mouvement vers l'Australie. Ça concerne le Canada, les États-Unis, malgré Trump. Donc, c'est un phénomène général. Il ne faut donc pas le voir de façon manichéenne. Il n'y a pas les bons et les méchants. Ça ne peut pas se traiter de façon morale. Enfin, c'est très bien de s'appuyer sur des principes moraux, mais ça ne fournit aucune solution. Donc, il faut raisonner là-dessus dans la durée, y compris pour l'Europe. Alors, pour moi, la priorité absolue en Europe, à la fois quand on regarde les chiffres récents, mais surtout depuis 10, 20, 30 ans, plus la perception par les opinions européennes, même si on peut considérer qu'elle est en partie injuste, vous voyez, je pense qu'il faut arriver à une bonne gestion des flux. Ça veut dire le système asile, le problème d'immigration, l'enregistrement des immigrés, tout ça? Ça veut dire, à mon avis, distinguer très clairement ce qui relève de l'asile, c'est-à-dire les gens qui devraient être protégés en Europe ou ailleurs d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils sont menacés pour des raisons de guerre, pour des raisons de sexe, de race, de religion, etc. Ça, c'est les grandes conventions internationales d'après la guerre pour donner asile aux gens quelque part, mais c'est très précis. Or, dans la réalité des choses aujourd'hui, le droit d'asile est massivement détourné. En fait, c'est utilisé par énormément de gens, avec l'aide des passeurs, qui sont des trafiquants, pour essayer d'entrer, notamment en Europe, mais pas qu'en Europe, au titre de l'asile, alors que ce sont des candidats à l'immigration, en fait. Voyez. Donc, je pense que le président Macron a été courageux, mais qu'il a eu raison de dire il n'y a pas longtemps devant le Conseil de l'Europe, qui n'est pas le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, ouais, que si on n'arrive pas à maîtriser les flux migratoires, dans 10 ans, il n'y aura plus d'asile en Europe. Les populations vont tout rejeter en bloc. Elles diront c'est une passoire. Et c'est pas vrai que ce soit une passoire, c'est exagéré. Mais s'il y a un sentiment de confusion générale, on n'arrivera pas à préserver l'asile vrai. Mais maîtriser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire fermer. C'est autre chose. De toute façon, les positions extrêmes sont intenables. Tout ouvrir, c'est impossible, ça existe nulle part dans le monde dans des sociétés organisées. On ne peut pas dire que les gens ont le droit d'aller de façon théorique n'importe où comme ils veulent. C'est pas vrai. Tout fermer, c'est humainement d'abord c'est choquant, économiquement c'est irrationnel, et en plus c'est impraticable. Bon. Donc on est entre les deux. Il faut co-gérer les flux. En ce qui me concerne, je pense que dans le cas de l'Europe, mais encore une fois, c'est pas que l'Europe. Hein. Oui, j'ai bien compris. Une série de pays dans le monde. Le mieux serait qu'on arrive à refaire un nouveau Schengen qui marche mieux, alors qu'historiquement, on a fait Schengen dans une ambiance de naïveté. On s'est préoccupé de supprimer les frontières internes et on ne s'est jamais préoccupé de la frontière externe. En plus, on voulait l'étendre sans arrêt. Donc, il y a une sorte d'époque un peu angélique, quoi, un peu naïve. Mais comment on peut protéger l'externe? Pas protéger, gérer. Gérer. Mais si de masse arrivent, comment vous le gérez? C'est pire si on décide qu'on ne peut rien faire, vous voyez. Donc il faut faire le mieux possible. Alors, comment faire? Il y a plusieurs aspects dans une politique là-dessus. Okay. Pris isolément, certaines mesures paraîtront trop laxistes ou trop dures. En fait, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Donc, préserver le droit d'asile en le redéfinissant pour qu'il concerne les gens vraiment en danger. Et après, il faut bien s'occuper des gens à qui on donne l'asile, qui espèrent rentrer chez eux un jour. Après, les autres flux, moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait essayer de les gérer avec les pays de départ et de transit, dans une négociation économique, c'est une négociation économique, hein, sur la base de quotas par métier. Ça ne peut pas être très précis au nombre près. Un système canadien, si vous voulez. Par exemple. Ouais.
Beaucoup de pays ont fait ça à certains moments, même les États-Unis à certains moments, mais surtout le Canada. L'Allemagne l'a fait à un moment donné dans une négociation à la Turquie, à l'époque du chancelier Schröder, pour faire venir des informaticiens, par exemple. Ou indiens aussi. Ou indiens, par exemple. Donc, oui. Des réflexions par métier, en disant, voilà, l'Europe a besoin de ces métiers, capable d'accueillir dans des conditions dignes et humaines des gens comme ça. Et là, ça veut dire une négociation. Donc, il faut un Schengen qui remarche. Il faut que dans le nouveau Schengen, on soit sûr que tous les pays sont capables de gérer la chose. Mais par exemple, on va parler de l'acceptance des immigrés. La Pologne n'accepte personne, la Hongrie n'accepte personne. Ça, c'est la situation actuelle. Oui. C'est la situation actuelle qui est le résultat d'une conception trop naïve de Schengen, mal organisée, mauvaise gestion des frontières extérieures. Et puis après, il y a des événements brutaux, comme la guerre civile en Syrie, des choses comme ça, qui ont fait partir beaucoup de gens. Donc il y a plein d'opinions complètement coincées, complètement bloquées, qui veulent rien, qui veulent même pas l'asile. Et puis il y a des débats dans tous les pays d'Europe de l'Ouest sur qu'est-ce que c'est que l'asile, qu'est-ce que c'est que l'immigration. Il y a une extraordinaire confusion. Donc aujourd'hui, si on parle de cette question en décembre 2019, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce chaos mental, vous voyez. Donc c'est une perspective. Donc co-gestion, enfin gestion en commun avec les pays de départ et de transit, qui peuvent être, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, Europe, mais ça peut aussi concerner l'Asie centrale. Pour les Espagnols, ça peut concerner une partie des pays d'Amérique centrale ou latine. Ouais. Mais c'est l'idée de la co-gestion qui est importante. Ce n'est pas une question morale. Il n'y a pas les bons et les méchants. Et si ça concernait 100 000 personnes, il n'y aurait même pas de discussion. Ouais. Ça concerne des chiffres potentiellement énormes. De 100 millions. Énormes, c'est sans limite. De mouvements de masse qui sont sur là. Les 7 milliards d'habitants de la planète, il y a une immense majorité qui vit beaucoup plus mal qu'en Europe. Donc c'est un potentiel. Donc il faut mettre en marche un mécanisme comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait une grande réunion des pays de départ, de transit et d'arrivée, région par région, tous les 2 ans par exemple. Au début, il y aurait énormément de disputes et de reproches. Puis petit à petit, on prendrait l'habitude de gérer ça en commun. Mais ça suppose aussi que les pays de départ et de transit soient capables de gérer leur territoire et leurs frontières, qu'ils entrent dans un processus de coopération, alors qu'ils ont souvent un double discours. Le Maroc est très particulier parce que c'est presque un pays d'arrivée maintenant. C'est plus beaucoup un pays de départ, à peine un pays de transit, donc c'est un pays original dans le sujet. Bon, donc les pays, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, ils vont dire il faut nous aider. Bon, mais ils ont été énormément aidés. Le plan Marshall. Oui, on en est à 2 ou 3 plans Marshall en réalité depuis les indépendances. Ça n'a pas suffi, ça suppose, de réorganiser des États qui soient capables de gérer leur territoire et eux-mêmes d'avoir une politique qui permette aux gens sur place éventuellement de rester sur place. Parce qu'il faut voir l'autre aspect. Bon, excuse-moi, mais pour arriver à contrôler ces masses qui sont envie de partir, on va dire la Nigérie ou le Mali, petit pays, comment vous voulez convaincre le gouvernement locaux de faire travail pour vous? Un des rares sondages qui a été fait au Niger, c'est pas évident, mais enfin il y en a eu, 87% des gens préfèrent rester chez eux. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? La priorité, c'est pas de partir. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux là sur place? Justement, c'est une bonne question ça. Ceux qui partent quand même, ils partent d'abord en Afrique. C'est moins loin, c'est moins cher, c'est moins compliqué. Bon, donc la priorité de tous ces gouvernements devrait être d'aider les gens à rester chez eux dans des conditions décentes. C'est-à-dire, il faut s'occuper des agriculteurs. Il y a une majorité d'Africains très nette encore qui vivent de l'agriculture. Donc il ne faut pas uniquement penser en termes généreux européens, il faut accueillir tous les gens qui arrivent, parce qu'on alimente une pompe avec des bons sentiments. Hein. On alimente une pompe qui fait partir de ces pays, par exemple d'Afrique de l'Ouest, les gens les mieux. Ce sont des gens jeunes, dynamiques, courageux, qui prennent des risques. Bon, et donc c'est pas une bonne solution à moyen terme. Les pauvres gens arrivés qui sont dans la rue, il faut s'occuper d'eux, mais je parle d'un mécanisme là. Donc, qu'est-ce qui permet d'aider les gens? Ce que j'ai vu de mieux, moi, depuis des années, c'est pas les grands discours des organismes multilatéraux qui sont obsédés par les classes moyennes urbaines, les start-up en Afrique, les gens qui ont tous 3 portables. Bon, c'est une sorte de monde particulier qui se développe, mais ceux qu'il faut aider à rester chez eux, c'est les paysans africains. Ouais. Donc, ça suppose des investissements, ça suppose des engrais,
Il y en a peut-être trop en Europe, mais il n'y en a manifestement pas assez en Afrique. Ça suppose des routes, ça suppose des marchés qui fonctionnent, ça suppose de l'électricité. Donc c'est le développement basique, vous voyez. Ça devrait être une priorité. Donc c'est ça dont il faut parler avec les gouvernements des pays de départ, pas uniquement du contrôle des frontières. Et pourquoi nous n'avons pas fait ça avant? Parce que c'est évident que vous avez dit quelque chose de complètement logique. Si vous ne voulez pas qu'ils partent, il faut faire quelque chose qu'ils restent. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi nous n'avons pas fait ça? Alors, je ne sais pas, il faut demander pas ça aux pays européens, parce que c'est des pays qui sont indépendants depuis des dizaines d'années. Le président Obama l'avait très bien rappelé au Ghana en disant maintenant, c'est votre responsabilité, c'est pas celle des autres. Je pense que beaucoup des pays après leur indépendance ont été un peu aveuglés par des idées de développement un peu spectaculaires, les grandes infrastructures. Alors, il y a la corruption aussi, puis beaucoup d'argent a été gaspillé, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des espèces de schémas de développement tournés vers l'extérieur ou l'exportation. Et il n'y a pas eu un travail suffisant sur qu'est-ce qui peut permettre aux masses paysannes de rester chez elles dans des conditions correctes. Les grandes organisations, y compris la Banque mondiale, ont changé de doctrine plusieurs fois. Est-ce qu'il faut faire des barrages partout ou pas du tout? Et plein de choses comme ça. Donc, c'était pas évident la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays se développent? Bon, maintenant, je pense qu'il faut recentrer sur la question de comment rester chez soi dans de bonnes conditions, recentrer sur l'agriculture en Afrique, et que ça devrait être le discours de l'Union européenne, des pays européens, chacun après l'autre, des organisations internationales, y compris africaines, mais c'est qu'un volet de l'ensemble, vous voyez, voilà. Aider les gens à rester chez eux. Pour les gens qui partent quand même, entrer dans un mécanisme de négociation de l'émigration légale. Ça veut dire négocier. Bon. Après, à l'arrivée en Europe, s'occuper bien des gens qu'on a acceptés. Refuser les gens qui viennent avec des dossiers de droit d'asile qui sont des dossiers bidons, en réalité. Bon, alors leur dire non, vous ne pouvez pas entrer, mais les autres, il faut s'en occuper bien. Les gens qui ont l'asile, les gens qui sont là comme des immigrés. Il ne faut pas les laisser sur les îles comme nous faisons en Grèce. Il y a des camps terribles. C'est des situations de panique et d'urgence. Ça ne peut pas être une solution durable. Mais pourquoi les Européens ne sont pas capables d'aider l'Italie plus, la Grèce plus, pour... Parce que les Européens, notamment après la fin de l'Union soviétique, ils ont cru une sorte de conte de fées. L'histoire tragique était finie. On est entré dans la communauté internationale. Tout le monde va coopérer. Tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. C'est un peu ce qu'on dit dans les colloques, vous voyez. Et donc, il n'y a pas besoin de s'occuper de ces choses-là. Donc, l'idée qu'il fallait gérer correctement la frontière extérieure, gérer ça avec les pays de départ, aider les pays de départ à conserver les gens chez eux dans de bonnes conditions. Bon, est-ce que vous avez c'était vu d'une façon philanthropique, mais pas opérationnelle. Mais vous avez l'impression qu'il y a une urgence en Europe aujourd'hui, qu'ils sont vraiment conscients qu'ils ont besoin de faire quelque chose? Je parle de Grèce, le camp terrible là-bas, ou en Italie, les conditions de... Il y a une prise de conscience plus grande qu'il y a 10 ans, quand même. Oui, mais action. Oui, je suis d'accord, mais vous me demandez sur la prise de conscience. Oui. Je pense qu'elle est plus forte qu'il y a 10 ans, où on vivait dans un rêve complet. Simplement, les pays européens ne savent pas trop quoi faire et les gouvernements ont la trouille parce qu'il y a une réaction extrémiste, populaire, comme on veut, contre tout ça, qu'on ne sait pas comment traiter. Alors on dit aux gens, vous êtes des salauds, égoïstes, populistes, mais enfin, ça ne change rien, les gens sont contre. Donc la réponse à ça, c'est un vrai nouveau Schengen dans lequel tout ce que vous me décrivez, qui sont des situations aberrantes, mais qui sont le résultat d'une mauvaise gestion pendant 10 ou 20 ans. Il faut sortir de ça. Ce que j'essaie de dire, je sais très bien que c'est très dur. J'ai quand même été au cœur du pouvoir pendant 20 ans. Hein, je connais tout ça par cœur. C'est très, très dur, je suis d'accord. Mais au moins, il faut qu'on sache vers quoi on va. Et qu'on puisse le dire aux opinions européennes en disant, vous n'allez pas fermer, ça ne marche pas. Donc voilà comment on va gérer. Mais il faut un discours pour parler aux gens d'Afrique ou d'Asie centrale ou autres. Vous voyez, il faut un objectif à moyen terme. Après, il y a 1000 discussions, et c'est là où on dira on ne peut pas laisser les Grecs ou les Italiens en première ligne, comme ça, sinon il ne faut pas s'étonner des conséquences politiques dans ces pays. Vous voyez, il faut moyen terme, court terme, un discours d'ensemble, où il y a beaucoup de fermeté, mais beaucoup d'humanité et beaucoup d'économie et de développement, tout mélangé. Il faut un plan général. Dernière question sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui sont les solutions immédiates?
si vous êtes au gouvernement demain, vous dites on va faire quoi maintenant avec les émigrés, les bateaux, le garde-code, ça ne fonctionne pas. Le bateau qui passe, il passe de toute façon. Je pense qu'il faut tout faire pour arrêter ces flux. Ouais. Ces flux, c'est une catastrophe. Ces gens arrivent en Europe. Encore une fois, c'est des gens courageux qui prennent des risques. Ils arrivent en Europe dans de très mauvaises conditions. Ça alimente des réactions politiques en Europe qui sont mauvaises et dangereuses. Et puis ces gens sont dans une sorte de non-droit avec un pourcentage monstrueux qui doit vivre de trafic. Enfin, c'est pas du tout humain. Donc tous les gens qui alimentent ça en Europe, en n'acceptant pas de rentrer dans la distinction entre asile et mouvement migratoire, et en n'acceptant pas que la priorité, ça soit d'aider les gens à rester chez eux dans de bonnes conditions, c'est une fausse générosité en fait. C'est une générosité qui alimente les pires choses. Donc il faut avoir le courage de dire ça. C'est une bataille d'opinion. Et il y a souvent une sorte d'attitude prétendument morale, en fait, mais qui est catastrophique. Donc il faut avoir le courage d'affronter ça. Et après, il faut tenir tous les bouts. Il n'y a pas une mesure isolée, puisque le thème central de mon propos, c'est que c'est un plan d'ensemble qui doit aller des mesures les plus fermes, d'empêcher les passeurs. Il faut arrêter le trafic des passeurs. Des passeurs dans toute l'Afrique. Et comment le faire ? Ça veut dire que les gouvernements sur place, il faut faire pression sur eux pour qu'eux-mêmes fassent pression, qu'ils arrêtent de fermer les yeux par rapport à ça. Le trafic de l'immigration clandestine, illégale, ça représente encore plus d'argent que la drogue, selon les experts des différentes commissions des Nations Unies. On ne va pas l'arrêter du jour au lendemain, mais le but, c'est dans 1 an ou 2 d'assécher ça, pour que dans les pays d'Afrique, partout en fait, les gens se disent le passeur me demande 8 000 euros là. Alors je vais prendre tout l'argent de la famille pour aller en Europe, mais ça vaut pas le coup parce que je sais maintenant que ça marche plus. C'est un aspect, mais s'il n'y a que ça, c'est trop dur, c'est trop cruel, c'est trop égoïste. C'est pour ça qu'il faut l'autre volet, qui est la discussion avec tous les gouvernements de ces pays de départ, en disant bon, qu'est-ce qu'on fait en vrai maintenant? Arrêtez les revendications démagogiques. Soyez plus sérieux dans la gestion de l'argent public, et à ce moment-là, on veut bien entrer dans un partenariat. Mais vous voyez, tout est lié. On ne peut pas isoler il n'y a pas une mesure miracle. On ne peut pas isoler une mesure d'une autre. Chaque mesure sera rejetée isolément. Et l'immigration cause aussi des problèmes dans les partis politiques en Europe, en Allemagne, oui, bien par sûr, exemple. Oui. Non, mais alors, soit l'immigration en tant que telle, soit le sentiment que l'immigration n'est pas contrôlée, plus ce que les gens voient à la télé, c'est-à-dire des bagarres terribles dans tous les pays arabo-musulmans, notamment dans le monde sunnite. Alors, il y a la bagarre entre les musulmans en général, puis les minorités islamistes. Donc tout ça fait peur aux Européens qui ont le sentiment que c'est pas géré tout ça. Donc la première chose, c'est de dire... Et c'est vrai, c'est pas géré vraiment. C'est pas assez bien géré, c'est pas complètement géré, mais il faut casser l'idée qu'on puisse y répondre uniquement par une attitude morale. Il y a le bien et le mal, les bons et les méchants. Ouais. Ça fonctionne pas, ça. Il faut voir ça comme un gros problème, mais qui appelle une solution, pas une prise de position, vous voyez, valorisante, morale, mais des solutions. Et j'essaie d'esquisser ce que peut être une sorte de solution comme objectif. Alors après, il y a des dizaines et des dizaines de disputes, de petits conflits pour mettre ça en place. Et immédiatement, vous faites quoi? Immédiatement, ça veut dire, si vous demandez l'Union européenne, vous dites, faites ça maintenant, et nous sommes en bonne route. La première chose, c'est un message en disant, il y a un problème sérieux, il y a des solutions, nous avons un plan. Et nous allons en parler entre nous et avec les autres pays concernés. C'est casser l'idée qu'il y a une sorte de panique générale et une mauvaise gestion par l'idée que, oui, il y a un plan très compliqué à mettre en œuvre, mais il y a un plan. C'est pour commencer à faire réfléchir les populations européennes qui réagissent négativement. Préparer, oui. Et d'autre part, tous les dirigeants dans les pays de départ, vous voyez, au transit, ils se disent « Ah, on va être obligé d'entrer dans un mécanisme quand même. » Mais je mets à part les questions d'asile, parce que les gens qui demandent l'asile, c'est des gens vraiment en danger. Ou alors il y a des guerres civiles, là on ne va pas négocier avec les autorités qui font les guerres civiles. Donc vous voyez, j'ai bien distingué dans mes propositions ce qui relève de l'asile vrai et de la gestion des flux. Et l'asile est accordé dans le pays d'origine ou
Comment vous voulez faire? Oh, là, une fois s'ils sont en Libye ou une fois ils sont... c'est trop tard. Alors il y a deux choses. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir le dire à l'avance, à l'extérieur, disant vous relevez peut-être du droit d'asile ou pas du tout. Il faudrait déjà clarifier ça. Bon. Après, il y a des cas où on n'y arrivera pas. Il y a des gens qui arriveront en panique jusqu'aux frontières européennes. Mais c'est vrai que si on peut le faire plus à l'extérieur et en amont, pour au moins indiquer aux gens s'ils relèvent de la demande d'asile ou de la demande des migrations légales, ça aiderait un peu. Alors là aussi, ce n'est pas une solution miracle du jour au lendemain. C'est un processus de reprise en main. Et après, dans le système Schengen, ou en Europe, il faut une harmonisation des critères d'asile, parce que c'est pas normal que les organismes spécialisés comme l'OFPRA en France ou l'OFPRA en Allemagne aient des réponses complètement différentes à partir des mêmes demandes, vous voyez. Et donc il faut aller vers... Je ne dis pas qu'il faut un organisme unique. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas du tout bureaucratique, mais il faut au moins qu'il y ait une harmonisation des critères. Monsieur le ministre, merci beaucoup.